Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Ce webinaire donc, qui est enregistré, vous pourrez le revisionner sur notre chaîne YouTube, où vous retrouvez tous les webinaires qu'on a pu faire sur tous les sujets autour de la facture électronique, mais pas que. Les micros ont été coupés de façon à ce qu'on n'ait pas de bruit de fond et on pourra les réactiver en fin de présentation. Si vous souhaitez activer votre webcam, vous êtes bien sûr à le faire. Vous avez la zone conversation pour pouvoir poser vos questions et donc le webinaire sous 48 heures, un petit peu plus peut-être, il sera disponible sur notre chaîne. Donc, je suis Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité et j'ai la chance de co-présenter ce webinaire avec Sandrine Laurent, qui est consultante chez Sedge, que vous avez déjà rencontré hein, lors de notamment notre séminaire au Golfe de Brigode en l'été dernier, et autour de beaucoup d'événements. Elle nous accompagne très régulièrement sur cet événement. Bienvenue Sandrine. Merci et bonjour à tous. Alors, avant de passer dans le vif du sujet, une petite présentation rapide d'Extrémité, hein. Beaucoup d'entre vous nous connaissez, mais c'est toujours bien de repréciser les différents métiers que nous faisons. Extrémité, en fait, nous sommes une équipe d'une trentaine de personnes au service d'entreprises de la région, on va dire Hauts-de-France. Donc 30 collaborateurs, 25 ans de présence, créé en août 2000. Et nous comptons à peu près 650 clients auxquels nous apportons nos différents services qui vont de la partie gestion, développement à la partie réseau. Donc sur la partie de gauche, vous avez tout ce qui concerne la partie réseau. On est expert cyber, donc nous pouvons vous accompagner sur la cybersécurité. La partie réseau, nous sommes en mesure de vous proposer un accompagnement sur la maintenance et le suivi de votre réseau équipé. La téléphonie, nous travaillons sur la téléphonie 3CX qui nous permet d'organiser des événements. Ici, nous sommes sur du Teams, mais nous avons capacité d'organiser avec 3CX différents événements et notamment de tout gérer au niveau des appels entrants, sortants et traçabilité, une vraie gestion de téléphonie. Le cloud, donc Extrémité propose une solution de cloud hébergé par sa société Systéam pour héberger vos applicatifs. Voilà. Alors là, en l'occurrence, on n'est pas sur les applicatifs Sedge, on parlera de la version hébergée de Sedge en toute fin de présentation. Où là, on est sur, là, c'est plus, on va dire, pour d'autres solutions où on peut vous accompagner aussi. La partie qui nous concerne à droite, la gestion. Donc la gestion, c'est notre équipe de consultants avec lesquels vous êtes régulièrement au téléphone, qui interviennent chez vous, qui vous accompagnent dans les problématiques de comptabilité, de gestion, de paye, qui vont vous proposer les nouvelles solutions qui arrivent sur le marché, que nous avons dans notre catalogue, qui vous forment sur les nouveautés produits et auxquels vous avez des fois la chance de pouvoir les rencontrer sur site lors d'interventions. La partie développement, c'est notre équipe des développeurs qui, eux, vont être capables de faire du sur-mesure d'à partir d'un besoin particulier, de greffer des bouts de programme en fait à du Sedge pour gérer par exemple toute une logistique avec du matériel Zebra, de code barre, d'optimisation de picking. Donc là, eux, ils vont venir s'intégrer avec l'équipe gestion pour améliorer vos produits. Le digital, site web, e-commerce ou institutionnel, gestion de trafic, gestion de référencement, et un dernier mot, une dernière activité qui est l'externalisation de la paye. Donc aujourd'hui, on est sur de la gestion de la comptabilité. Vous savez qu'on fait aussi de la paye Sedge. Et certains d'entre vous ont des fois dit, bah voilà, nous, on va se focaliser sur notre métier de comptable et de gestionnaire. La paye évolue trop. On a une société qui s'appelle La Bonne Paye, qui est en mesure de vous accompagner sur la production de votre paye au quotidien et toutes les évolutions qui existent.
Quelques références. Alors, certains peut-être sont présents et se reconnaîtront, d'autres ne sont pas dedans, mais on pense à eux quand même. L'idée était surtout de vous donner une présentation qui met bien en valeur le fait que nous n'ayons pas un secteur d'activité attitré ou un type de société ou une taille de société. On est vraiment un acteur qui va intervenir dans les Hauts-de-France sur l'ensemble des problématiques des sociétés, on va dire, de PME. Voilà, on va pas être sur la TPE ou très rarement, et sur les très grands groupes, c'est pas notre cible. Nous, on est pertinent parce qu'on est une PME et on connaît les problèmes des PME et on a des solutions pour les PME. Donc voilà quelques clients avec lesquels on a travaillé. Et hop, je vais passer directement aux questions-réponses. Alors, avant de laisser la parole à Sandrine, tu peux peut-être basculer d'ailleurs, si je peux te laisser prendre le partage. Euh, Merci d'être présent pour ce webinaire sur la facture électronique et peut-être un petit peu par provocation, rappeler que la facture électronique, c'est presque dans 6 mois. Donc, vous pourrez me dire, bah oui, mais 6 mois, Monsieur Dubois, vous ne savez pas compter, c'est septembre. Mais aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'anticipation. Il faut anticiper la facture électronique, il faut anticiper. Maintenant, on n'est plus dans l'anticipation, on est dans l'action. 6 mois, pourquoi? Parce que ben là, on va arriver dans les périodes de fête de Noël. OK, ça va se passer tranquillement. Janvier, beaucoup d'entreprises vont être focalisées sur la paye. On va avoir février, mars, avril. Arrive le mois de mai avec ses ponts, ses disponibilités qui s'épuisent. Juin, et puis on arrive en juillet, août sur les périodes de congé. Donc le délai se réduit, se diminue, et maintenant on est dans l'action et il faut, voilà, on ne peut plus, il ne faut plus attendre, on n'est plus dans l'anticipation. L'anticipation, c'était avant. Là maintenant, on est dans l'action et il faut aller vers la facture électronique. Ce n'était pas le but de vous faire un discours anxiogène, mais de vous le rappeler. Et je vais laisser la parole à Sandrine pour qu'elle nous présente en fait tout un peu plus en détail encore avec les dernières évolutions que Sedge a pu apporter, la partie facture électronique. Je te laisse la parole, Sandrine. Merci Vincent. Donc effectivement, le discours de Vincent est vraiment important pour que vous preniez conscience que oui, la facture électronique, c'est demain. Voilà, qu'il faut vraiment se mettre au travail. Et justement, ce qu'on voulait voir ensemble, c'était tout d'abord de vous faire un rappel sur le contexte de la facture électronique. Alors, je sais que vous en avez déjà entendu parler beaucoup, mais juste un rappel pour que tout le monde soit sur les mêmes informations. Et ensuite, on va simplement regarder quels sont aujourd'hui les outils, de quelle manière est-ce que je peux commencer à travailler autour de la facture électronique pour que bah, ce tremplin, on va dire, de changement peut-être de façon de travailler puisse se faire correctement. Alors, concernant le rappel, très rapidement, sur les objectifs de la facture électronique, je ne vais pas revenir dans le détail pendant longtemps. Je vais simplement vous dire que le but, c'est de renforcer la compétitivité des entreprises, puisque comme toutes les entreprises vont travailler de la même manière, ça sera plus simple, en tout cas, pour pouvoir comparer différentes entreprises. On ne va pas se le cacher, c'est aussi de lutter contre les fraudes fiscales pour le gouvernement. Mais il y a aussi un point sur lequel on a tendance à oublier, qui, je pense, pour les entreprises, va vraiment être un point positif concernant cette réforme de la facture électronique, c'est que je vais être en capacité bien, de connaître à un instant T où en est ma facture chez mon client. C'est-à-dire qu'avec la possibilité de voir si mon client a pris en charge ma facture, si elle a été validée ou non validée, si elle elle est en cours de règlement, etc. Je vais avoir cette possibilité de savoir où en est ma facture et surtout de ne plus me confronter en cas de non-paiement aux questions qu'on pose au client. Voilà, j'ai une facture qui n'est pas payée et le client qui me répond tout simplement, bah, j'ai pas reçu la facture. Là, on aura vraiment de la traçabilité et je pense que c'est un point important sur cette réforme et les objectifs de cette réforme. Alors, je vous ai mis en une slide le résumé de la facture électronique. La réforme de la facture électronique, on est bien d'accord, elle concerne
tous les assujettis à la TVA. Ça, c'est vraiment un des points importants, que les entreprises soient redevables ou non redevables. Dans ce cas, ces sociétés entrent dans le cadre de la facture électronique. C'est vraiment un point important pour pouvoir, justement, dire si oui ou non on est concerné. Alors pourquoi? Parce qu'on a tendance à entendre aujourd'hui en nous disant: «Bah, moi, je suis pas redevable à la TVA, donc je ne suis pas concerné par la réforme». Eh bah si, du moment où vous êtes assujetti à la TVA, même en étant non redevable, vous rentrez dans le cadre de la facture électronique. Cette réforme de la facture électronique, elle est cadrée par un calendrier d'application qui a été donné. Alors ce calendrier d'application, vous le connaissez, ça nous met 2 dates importantes. Première date, c'est le 1er septembre 2026. 1er septembre 2026, quelle que soit votre taille d'entreprise, que vous soyez grande, TPE, PME, petite entreprise, peu importe, vous devez tous être en capacité de réceptionner la facture électronique. Ça, c'est vraiment un point important. 1er septembre 2026, toutes les sociétés doivent être en capacité de faire la réception des factures électroniques. Ensuite, les grandes entreprises et les ETI vont être dans l'obligation de faire l'émission des factures électroniques. Deuxième date importante, c'est le 1er septembre. Alors, c'est pas à partir du 1er septembre, c'est au plus tard, au 1er septembre 2027, toutes les entreprises, cette fois-ci, quelle que soit leur taille, doivent effectuer l'émission des factures électroniques. Donc, vous verrez que, au final, comme je suis dans l'obligation de faire la réception des factures électroniques pour le 1er septembre, vous allez voir tout à l'heure qu'il est super simple de faire l'envoi des factures et comme le calendrier dit que, l'envoi se fait au plus tard au 1er septembre, on va s'apercevoir, hein, et j'en suis persuadée que les entreprises, eh bien, vont commencer l'envoi des factures électroniques avant cette date du mois de septembre 2027 parce que le plus gros du travail, c'est pour la réception et l'envoi après se fera vraiment de manière très simple. Donc ça, c'est le calendrier qui régit en tout cas la réforme de la facture électronique. La facture électronique, ça dit quoi? Ça dit que une facture doit désormais transiter par une plateforme et elle doit respecter et avoir des mentions qui ont été définies, des mentions obligatoires qui ont été définies par la DGFiP et qu'elle doit obligatoirement être dans un des 3 formats qui a été retenu par la réforme. Les 3 formats sont la facture X, le C2I ou l'UBL. Ces 3 formats-là, c'est pas vous qui faites le choix de dire je veux envoyer en facture X, je veux envoyer en C2I ou en UBL, c'est votre solution qui va être compatible facture électronique, qui sera en capacité justement de pouvoir faire l'envoi de ces différents formats. Justement sur la réforme de la facture électronique, ben, on a vu apparaître des nouveaux acteurs qui, alors, entre le début de la réforme et maintenant, ont pour certains changé de fonction, pour d'autres juste changé de nom. C'est le cas entre autres sur le changement de nom sur les solutions compatibles et les plateformes agréées. Alors, les solutions compatibles, c'était anciennement les opérateurs dématérialisés. C'est quoi? Ce sont vos logiciels qui vont être en capacité eh bien, de faire l'envoi de la facture électronique, enfin de faire la génération pardon, de la facture électronique dans le format qui est souhaité par le gouvernement. Donc ce sont vos applications, entre autres de gestion commerciale 7G100, de 7G50, de Batigest, de X3, de FRP1000, etc. Les solutions Sedge sont des solutions compatibles puisqu'ils sont en capacité de générer des fichiers à la norme facture électronique. Deuxième acteur, c'est le PPF, qui est le portail public de facturation, qui lui a deux éléments importants. Un, il va être notre annuaire centralisé, c'est-à-dire que toutes les entreprises vont être répertoriées dans cet annuaire pour savoir tout simplement avec quelle plateforme elles sont associées.
Et lorsqu'on va faire des envois, on va interroger cet annuaire pour savoir tout simplement à qui adresser la facture. Deuxième grand rôle du portail public de facturation, c'est que ça va être un concentrateur de données et ce concentrateur de données va permettre de récupérer les éléments extraits de la facture pour envoyer bien évidemment la TGF-IP, mais il va être aussi concentrateur de données de transactions et de paiement dans le cadre de la réforme de la facture électronique et de toutes les autres factures qui ne rentreraient pas en compte dans le cadre de la facture électronique. Le troisième acteur, ce sont les plateformes agréées, alors qui anciennement s'appelait PDP, qui le 8 juillet, le gouvernement a fait le choix de les changer de nom. Alors c'est juste, attention, un changement de nom, le rôle reste identique. Ces plateformes agréées sont immatriculées pour 3 ans par le gouvernement, vont être auditées très régulièrement. Aujourd'hui, sur le marché, il y a à peu près une centaine de plateformes agréées. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces plateformes agréées? La première chose, c'est qu'elles vont permettre d'envoyer, c'est elles qui vont envoyer les factures électroniques d'une plateforme agréée vers une plateforme agréée. Elles vont interroger l'annuaire pour savoir tout simplement à quelle autre plateforme agréée elles vont devoir envoyer le document. Elles vont pouvoir justement reprendre ces formats structurés UBL, C2I, FactureX pour les envoyer. Elles ont cette obligation d'interopérabilité entre elles. Il faut bien qu'elles communiquent entre elles, mais qu'elles communiquent aussi avec le PPF. Et elles vont être aussi dans l'obligation d'envoyer des flux supplémentaires à l'administration. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, qu'on appelle e-reporting, qui va permettre d'envoyer des informations concernant les transactions qui ne rentrent pas dans le cadre de la facture électronique. Et elles sont dans l'obligation de respecter tout ce qui est conformité, bien évidemment, réglementaire. Alors, ce qui est important sur ces plateformes agréées, c'est que le gouvernement demande à toutes les entreprises à avoir au moins une plateforme agréée. Donc, c'est pour ça que l'inscription à l'annuaire des entreprises est vraiment important. Et sachez que cette obligation, effectivement, d'avoir une plateforme agréée a été renforcée puisque récemment est paru un nouveau texte de loi qui va définir une amende dans le cadre où l'entreprise n'a pas choisi, en tout cas, de plateforme agréée. Donc ça, ce sont les acteurs. Maintenant, quand on parle de facture électronique, c'est un terme que vous avez déjà entendu parler et qu'on entendra encore parler. Dans le cadre de la réforme de la facture électronique, on parle de e-invoicing. Le e-invoicing, c'est quoi? C'est le fait tout simplement de faire de la facture électronique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la facture électronique concerne toutes les transactions en B2B domestique, c'est-à-dire entre entreprises françaises assujetties à la TVA. Et ça va concerner effectivement toutes ces informations de données, de transactions qui vont aller d'une entreprise assujettie à la TVA en France vers une autre entreprise. Il y a toujours les transactions, bien évidemment, que vous faites avec le gouvernement, qui aujourd'hui, vous passez par Chorus Pro. Chorus Pro va rester encore un petit peu en place. Le gouvernement ne prévoit pas pour le moment de passer sur une autre plateforme. Donc, on a aussi ces transactions-là. Ce qu'il faut bien comprendre ici dans le cadre de la facture électronique, c'est que oui, la facture électronique concerne les B2B domestiques entre entreprises françaises, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça exclut certaines transactions. C'est-à-dire que les transactions avec les particuliers, ce qu'on appelle les B2C, les transactions vers l'international, les transactions alors qui sont un peu exonérées puisqu'il y a, vous savez, il y a toujours de l'exception en France, il y a certains secteurs qui ont été un peu exclus justement de ce e-invoicing, la santé, l'éducation, certaines opérations immobilières, etc. Eh bien, ces factures-là ne rentrent pas dans le cadre de la facture électronique. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que pour déclarer ces différents flux qui ne rentrent pas dans le cadre de la facture électronique, eh bien, le gouvernement a pensé à faire des déclarations à côté qu'ils ont appelées des e-reporting de transactions. Les e-reporting de transactions ou de paiement vont concerner tous les flux qui ne rentrent pas dans le cadre de la facture électronique. C'est-à-dire que si vous vendez à un particulier, on vous a mis ici l'exemple d'une boulangerie qui vend à un particulier, on est bien d'accord qu'à chaque vente de baguette, on ne va pas faire l'envoi d'une facture électronique. Ça ne rentre pas effectivement vers les particuliers dans le cadre de la facture électronique. Tout ce qui va concerner le B2B international, on est bien d'accord qu'ici, la facture aujourd'hui de la réforme de la facture électronique ne concerne que les entreprises françaises. On sait très bien qu'il y a dans l'Union européenne un projet de facture électronique qui est en cours, qui se monte, qui a un horizon plutôt 2030. Donc voilà, on sait qu'il va y avoir quelque chose, mais aujourd'hui, c'est uniquement les transactions françaises. Et également, eh bien, toutes les opérations non soumises au e-invoicing, mais qui sont soumises à la TVA. C'est-à-dire que je fais de la facturation à des particuliers avec une entreprise allemande, belge, etc. Ça ne rentre pas dans le cadre de la facture électronique. Donc, j'aurai un flux qui partira pour donner ces informations à l'administration. Mais aussi ce qu'on appelle le flux de transactions, donc ce sont ces mouvements-là. On a aussi un e-reporting de paiement dans le cadre de la TVA sur les encaissements. Là, on va être obligé, au moment où on reçoit le paiement, pour indiquer qu'il y a ce déclenchement de TVA, eh bien, d'envoyer un flux de paiement qui va déterminer ces éléments. Alors, je vous rassure, les données de transaction, que ce soit les transactions ou les paiements, ne vont pas être envoyées à chaque transaction, à chaque vente, mais il va y avoir des regroupements qui vont être faits. Alors, ça dépend après de votre régime d'imposition. Par exemple, pour les données de transaction, si vous êtes sur un maillage assez fin concernant votre régime d'imposition, eh bien, ça sera tous les 10 jours. Sinon, ça pourra être tous les mois ou pour certains régimes, tous les 2 mois. Sur les délais de paiement, c'est pareil. La transaction, elle va être faite un peu différemment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certains traitements, par exemple, si je reprends en bas ici mon petit tableau que vous voyez, pardon, je suis passée trop vite, voilà, que vous voyez ici, on va être en capacité de dire quoi? De dire tout simplement, allez, on va prendre un B2B. Je vends à une entreprise française soumise à TVA. Donc, je vais faire du e-invoicing puisque ça rentre vraiment dans le cadre de la TVA, pardon, ça rentre vraiment dans le cadre de la facture électronique. Dans mon cas, si je suis avec de la TVA sur encaissement, eh bien, lorsque mon client me paiera, je devrais avoir une génération de e-reporting de paiement qui se générera. Si je suis sur de la TVA sur débit, eh bien là, pardon, décidément, j'ai mon écran qui passe, là, vous aurez directement eh bien, le e-invoicing qui sera effectué. Maintenant, je facture à une entreprise allemande, eh bien là, j'aurai du e-reporting qui va être généré. Donc, c'est de bien comprendre effectivement ces différents flux. Maintenant, concrètement, comment va se passer le circuit? Eh bien, vous allez voir, ça se fait très facilement. Je fais ma vente. Donc, je suis l'entreprise A, j'effectue dans mon logiciel de gestion commerciale 700 ma facture. Je vais l'envoyer à ma plateforme agréée. J'ai pris par exemple ici la plateforme agréée Sage. Qu'est-ce que va faire la plateforme agréée Sage? Elle va aller déjà voir dans l'annuaire des entreprises avec quelle autre plateforme agréée ma société que je facture travaille. On va me dire, voilà, c'est la plateforme X ou Y. Donc, qu'est-ce que va faire ma plateforme agréée Sage? Elle va se mettre en relation avec la plateforme de mon client et elle va venir tout simplement déposer la facture. Et ensuite, il y aura des flux qui vont être envoyés si je suis sur TVA sur encaissement ou tout simplement un des flux de la facture pour indiquer à l'administration fiscale la vente qui a été faite
Et ces données-là vont transiter vers le PPF pour être tout simplement ensuite déposées sur l'administration fiscale. Donc ça, c'est le circuit de ma facture. Maintenant, je vous ai dit, un des avantages de la facture électronique, c'est d'être en capacité de connaître à tout moment où en est ma facture chez mon client. Donc, dans le cadre de la réforme de la facture électronique, il a été mis en place un cycle de vie de la facture. Sur ces cycles de vie, il a été défini par l'administration des statuts obligatoires que toutes les plateformes agréées doivent gérer. Les 4 statuts, c'est le statut ici, déposer, rejeter, encaisser ou refuser. Ensuite, il y a des statuts intermédiaires, des statuts complémentaires, où là, c'est en fonction de la plateforme sur lesquelles elles vont donner un peu plus de finesse, en tout cas, sur le cycle de vie. Sedge a fait le choix de gérer tous les cycles de vie pour vous donner vraiment une grande visibilité sur les éléments. Donc, par exemple, j'envoie une facture, elle va être déposée sur ma plateforme, elle va être émise par la plateforme et reçue par la plateforme de mon client. Et ensuite, elle va prendre un statut mis à disposition. Elle est sur la plateforme et le client, après, soit dira « Ok, j'accepte de la prendre en charge » ou « Je la refuse parce qu'elle ne m'a pas été adressée ». Et ensuite, quand elle est prise en charge, il pourra dire qu'il la suspend, qu'il la met en litige, qu'il l'approuve partiellement parce que sur une ligne, il n'est pas d'accord. Et ensuite, on pourra avoir les statuts paiement transmis et le statut encaissé. Donc, on va vraiment avoir ces éléments-là. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'à partir du moment où la facture est déposée sur la plateforme, elle va être horodatée. Et c'est avec cet horodatage-là qui va avoir valeur probante, en tout cas en cas de litige avec le client, qui va bien expliquer que la facture a bien été déposée tel jour à telle heure. Donc ça, c'est le cycle de vie de la facture. Alors concrètement, maintenant, comment est-ce que ça se passe avec les produits Sedge? Sedge a fait le choix donc d'être plateforme agréée. Donc on a fait partie des 100 et quelques plateformes agréées. On a eu notre agrément pour l'instant provisoire parce qu'aucune plateforme n'a été validée définitivement. Et on a fait un deuxième choix qui est un choix important pour nous, c'est qu'on vous intègre 12 000 flux par an sur votre plateforme agréée Sedge si vous faites le choix de passer par la plateforme agréée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser notre plateforme gratuitement, sans surcoût, parce que c'est intégré à votre contrat, avec 12 000 flux par an. Suivant l'étude qu'on a fait, ça représente 95% de nos clients qui n'auront pas besoin d'avoir de surcoût pour utiliser notre plateforme agréée. Bien évidemment, si vous dépassez les 12 000 flux, vous aurez la possibilité d'acheter des packs supplémentaires pour faire vos envois. La seule contrainte, c'est qu'il faut toujours être dans la dernière version des mises à jour de vos produits. Pourquoi? Parce que vous comprenez, quand il y a toujours une réforme, il y a des ajustements. Et là, il y a les phases de test qui vont qui vont commencer au mois de février, où l'administration ouvre leur portail pour qu'on puisse faire des tests avec certaines entreprises. Donc, on sait très bien qu'il va y avoir des ajustements. Vous savez également qu'il y a des cas d'usage qui sont gérés par l'AFNOR. Aujourd'hui, on n'a pas les 36 cas d'usage qui ont été validés. Donc, l'AFNOR nous a validé courant septembre des cas d'usage. Ils sont revenus un peu dessus là ce mois-ci, il y a quelques jours, nous redonner des indications. On sait qu'ils se repositionnent sur d'autres cas d'usage en janvier. Donc, on va être obligé aussi d'adapter en fonction de ces éléments-là. Et puis, on n'est pas à l'abri d'un changement de structure, etc. Donc, ce qu'il va falloir prendre l'habitude, c'est de toujours être dans la dernière version des applications pour rester conforme à la facture électronique. Donc, l'inscription à la plateforme se fait très simplement. Si vous êtes sur la version 12, alors vous avez une nouvelle tuile qui est apparue. Alors, elle s'appelle encore PDP. Alors, vous ne nous en voudrez pas sur la version 12.10 qui sort le mois prochain. On a changé le nom. Simplement, c'est que la version 12 est sortie en juin. Le changement de nom de PDP à PA est paru le 8 juillet.
Donc, on avait, voilà, on avait déjà sorti la version. Donc, il suffit simplement bien de cliquer sur la tuile et vous pouvez vous inscrire. Il y a deux possibilités, hein. Vous vous inscrivez seul ou vous voulez être accompagné justement par extrémité. Vous avez, voilà, vous feront signer un mandat pour pouvoir vous inscrire. Mais je vous rappelle, hein, cette obligation d'avoir une plateforme agréée, pardon, a vraiment été validée par le gouvernement. Cette plateforme agréée, elle va s'intégrer dans tout un process justement pour vous donner juste plus d'ouverture et plus de facilité. Une plateforme agréée, on ne peut pas réellement aller voir ce qu'il y a dessus. C'est un peu le facteur qui va envoyer les données. On a voulu vous donner de la visibilité sur ce qui transite justement sur cette plateforme et on vous a créé, je vais vous le montrer, un outil qui s'appelle Sedge Connect qui va vous permettre d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur votre plateforme, de voir ce que vous avez envoyé à vos clients, de voir les factures que vous avez réceptionnées, de pouvoir visualiser aussi les cycles de vie de ce Sedge Connect, mais pas que, de pouvoir faire par exemple des relances clients. On va intégrer un Magic Link qui va permettre, par exemple, à un particulier qui vous demanderait la facture de pouvoir se connecter sur un site pour télécharger sa facture. On va vous permettre aussi de faire par la suite du paiement en ligne pour vous faciliter les paiements. Donc, on a vraiment sur ce Sedge Connect et ce qu'on a appelé plus globalement le Sedge Network, la possibilité d'avoir des outils qui vont s'agrémenter, qui vont venir s'alimenter pour vous faciliter l'utilisation de votre plateforme au travers vers la plateforme publique, vers les autres plateformes, vers vos banques, etc. Donc, maintenant, vous me dites, OK, là, j'ai compris la théorie, je vois bien comment ça va transiter sur les différentes plateformes. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour moi, client? Alors, premier cas de figure, vous êtes un client qui est 100% Sedge, c'est-à-dire vous avez de la comptabilité Sedge et vous avez un outil de gestion Sedge. Pour le flux de vos factures d'achat, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre fournisseur va vous faire sa facture. Il va l'envoyer sur sa plateforme agréée. À partir de sa plateforme agréée va interroger l'annuaire en disant bien, comment la société travaille, avec quelle autre plateforme. Elle travaille avec la plateforme agréée Sedge. Très bien. Dans ce cas-là, la plateforme de votre fournisseur vient déposer sur notre plateforme la facture. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez être averti, vous avez reçu effectivement une facture. Au travers de Sedge Connect, vous allez pouvoir traiter les différents éléments et ensuite récupérer dans votre solution Sedge, qu'elle soit 50, 100 ou Batigest, votre facture. Alors, vous allez avoir des traitements standards qui vont vous permettre de bien valider et d'intégrer la facture, que ce soit en compta, en gestion commerciale. Mais vous allez aussi pouvoir aller plus loin avec d'autres outils comme Sedge Automatisation Comptable, qui va vous permettre de mettre en place des workflows de validation, etc. Donc ça, c'est le cadre de l'achat. Vous voyez, ça va se faire en tout cas très facilement. Côté vente, maintenant, quand c'est vous qui faites l'émission, vous avez votre solution Sedge, la gestion commerciale Sedge 100. Vous allez faire votre facture et vous allez lui dire je veux l'envoyer sur ma plateforme. Donc là, qu'est-ce qui va se faire? C'est que votre gestion commerciale va générer le fichier, va se connecter à la plateforme Sedge, va déposer le document et la plateforme Sedge va aller interroger l'annuaire pour dire dis-moi comment mon client travaille avec quelle autre plateforme. À partir du moment où on a ces informations-là, la facture va être déposée sur la plateforme de votre client et ensuite c'est la plateforme du client qui va avertir qu'il a une facture. Et pour certains clients, on a mis la possibilité justement au travers d'un envoi de mail de pouvoir dire tu peux parce que tu n'as peut-être pas de plateforme, parce que tu veux récupérer différemment mes factures, la possibilité de te connecter à un portail collaboratif où tu ne verras que tes factures, bien évidemment, et tu pourras récupérer les données. Et puis, là aussi, il ne faut pas oublier que chaque plateforme a obligation de déposer certaines données de vos factures sur le PPF pour que ça soit mis à disposition
à la DGFiP. C'est-à-dire que la facture que vous envoyez à votre client, elle ne va pas partir, on est bien d'accord, sur le gouvernement. Ils ne verront pas toutes les données, mais nous demandent d'extraire certaines données de la facture pour pouvoir avoir les indications, les informations de ce flux qui est parti. Ça, c'est dans le cadre, effectivement, vous avez comptabilité et gestion commerciale Sage. Maintenant, deuxième cas, eh bien, vous n'êtes pas avec un logiciel de gestion Sage, vous avez peut-être une solution métier. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez la comptabilité Sage et cette solution métier? Alors, le flux d'achat, il reste identique, hein, donc je ne suis pas revenue dessus parce que ça reste sur le traitement standard hein, à ce niveau-là, donc il n'y avait pas besoin de revenir. Par contre, pour le flux de vente, comment est-ce que ça va se passer? Alors, sur la partie de réception, c'est-à-dire toute la partie qui va concerner tout simplement la réception de la plateforme Sage vers le client, ça ne change pas de ce que je viens de vous expliquer. Par contre, votre solution qui est non Sage, la première question qu'il va falloir se poser, c'est quoi? C'est est-ce que ma solution est en capacité d'être conforme à la facture électronique? C'est-à-dire, est-ce que ma solution est capable de me générer un fichier au format FactureX, C2I ou UBL qui est demandé par l'administration? Si dans mon premier cas, on dit bah non, c'est pas possible, là, on a une solution pour que vous puissiez garder votre spécifique. C'est-à-dire que depuis votre spécifique, vous allez générer un PDF ou un fichier CSV structuré. Et avec cette automatisation comptable, on va sortir une nouvelle offre qui s'appelle flux de vente, qui va permettre de récupérer par exemple le PDF, de l'ossériser, de prendre les informations, bien évidemment, hein, qu'on aura besoin sur le client, de générer ce fichier à la norme facture électronique et cette automatisation comptable viendra le déposer sur la plateforme Sage pour pouvoir faire l'envoi. Si par contre, votre solution, quant à elle, elle est compatible facture électronique, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de vous générer le fichier, eh bien, on a à disposition une API que vous pouvez utiliser avec, bien évidemment, votre solution qui fera un développement pour pouvoir utiliser cette API. Et au travers de l'API, votre solution viendra déposer sur la plateforme agréée Sage eh bien, votre facture qui sera dans la norme de la facture électronique. Donc, posez-vous déjà effectivement ces questions. Est-ce que je vais être compatible, non compatible avec mes solutions? Et puis, en fonction de votre spécificité, vous avez en tout cas une solution qui vous est proposée. Maintenant, ok, on va passer à la facture électronique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but, c'est de bien avoir de paramétrer votre société pour éviter justement qu'au moment où vous faites l'envoi, vous ayez une facture qui est rejetée. Une facture sur laquelle il va manquer des informations obligatoires pour la facture électronique ne partira pas. Une facture sur laquelle vous avez mal renseigné les informations de votre client risque d'être routée sur le mauvais client et donc d'être refusée. Les informations, on est bien d'accord, qui redescendent à l'administration, on ne va pas se le cacher, ont pour but d'avoir par la suite un pré-remplissage de votre CA3. Donc, forcément, et là, l'administration est assez claire hein, sur ces sujets-là, ça va être un outil aussi pour eux de contrôle. Une société sur laquelle le CA3 va être pré-rempli, qui systématiquement, sur chaque montant, vient faire des modifications, parce que même si c'est pré-rempli, on pourrait faire quand même des modifications, parce qu'on verra qu'il y a des cas spécifiques sur la TVA et que tout ne sera pas correct. Mais par contre, si vous changez tous les montants, ça va être peut-être un contrôle pour eux en disant c'est peut-être sur ces sociétés-là qu'on va peut-être plus pousser des contrôles plutôt que les autres. Donc, c'est vraiment important de fiabiliser l'ensemble de vos informations. Et pour fiabiliser l'ensemble des informations, vous avez entre autres l'ajout des deux API, API Vie et API Sirène qui ont été ajoutés dans vos applications
parce qu'on sait tous, hein, quand on regarde un peu les fiches tiers, c'est souvent on met le compte, on met l'intitulé, et puis bon, le compte collectif parce qu'il est obligatoire, et puis le reste, on se dit tous, bah, on verra plus tard, dans l'urgence, il est créé. Et puis surtout, si c'est la partie commerciale qui crée les tiers, bah voilà, on n'a pas forcément toutes les données. Donc, on reviendra plus tard, on ne revient pas plus tard, sauf que là, on a des champs obligatoires. Donc, à partir du moment où vous renseignez les informations sur votre tiers, vous avez ici deux éléments. Un premier bouton, donc par un petit i, alors qu'il soit à côté du SIRET ou à côté du nom, qui va vous permettre de récupérer entre autres l'adresse, le numéro SIRET, puisque le numéro SIRET devient obligatoire, et ce fameux numéro de TVA intracommunautaire qui est obligatoire pour toutes les sociétés qui sont établies dans l'Union européenne s'ils sont assujettis à la TVA, et qui va devenir encore plus obligatoire avec le projet européen. Donc on a vraiment ces éléments-là. Maintenant, il faut aller plus loin dans l'analyse et le contrôle de vos données. Et entre autres, on a un outil qui s'appelle Sage Data Clean and Control qui va vous permettre, oui, dans un premier temps, de contrôler et de sécuriser vos données. C'est-à-dire que je vais lui dire, regarde dans ma société tout ce que j'ai sur mes comptes de tiers, toutes mes propres données à moi sur ma société, toutes mes informations sur mes pays, mes devises, mes TVA, toutes ces informations-là, il faut que ça soit correctement renseigné. Fais-moi un état des lieux et dis-moi ce que je dois corriger. Ensuite, le but, c'est de vous sécuriser l'ensemble de vos données pour que vous ayez justement les flux qui partent plus facilement. Et ce n'est pas que du nettoyage de base, ça va vous permettre aussi de gagner en rapidité et en traitement, puisqu'on va avoir des automatismes. Au moment où je réceptionne la facture, avec Sage Data Clean and Control, je vais pouvoir lui dire, passe-moi en automatique mon écriture comptable, si j'ai la comptabilité, je vais vous le montrer tout à l'heure, ou si j'ai la gestion commerciale, je vais lui dire, bah, regarde la facture que je viens de recevoir, fais un petit check entre les bons de commande, les bons de livraison que j'ai dans ma gestion commerciale, dis-moi si ça correspond et transforme-moi mes bons de commande ou bons de livraison en facture pour que je puisse après faire mes traitements. Donc c'est vraiment une solution qui va évoluer. On a prévu plein de choses sur Sage Data Clean and Control. On veut intégrer par la suite la vérification aussi des IBAN sur la facture. On va vérifier l'IBAN qui est sur la facture, on va vérifier l'IBAN de votre tiers. Et puis, si ça ne matche pas, on va vous mettre une alerte en disant, attention, potentiellement, regarde bien, est-ce que c'est une facture qui est correcte, etc. Donc, c'est un outil qui va vraiment évoluer, qui va vous aider dans votre quotidien. Comment est-ce qu'il se lance? Lorsque vous êtes dans l'application et que vous avez souscrit à cette option, vous avez ici un bouton de mise en conformité. Et lorsque vous le lancez, eh bien, il va vous lister bien toutes les erreurs à corriger. Et puis, alors, je vais peut-être directement vous le montrer, ça sera peut-être plus simple si je rentre dans mon application. Voilà, alors, je vous partage juste, voilà, mon écran ici. Donc, alors après, je me suis mis en gestion commerciale. Alors, attendez, je vais juste, voilà, quitter, parce que j'ai un problème d'affichage sur mon écran. Voilà, alors, je l'ai lancé, je l'ai lancé sur la gestion commerciale. Après, sur la comptabilité, c'est exactement pareil, hein, il n'y a pas d'éléments complémentaires. Donc là, lorsque je rentre sur mon application, donc je retrouve bien ici ma tuile qui va me permettre de lancer ma mise en conformité. Donc je retrouve, vous voyez ici, la mise en conformité de mes données. Donc, si je le lance, bon, j'ai une petite explication, hein, et là, je vais lui dire, bah voilà, qu'est-ce que je veux vérifier? Je veux vérifier mes paramètres société. Bah oui, je veux effectivement les vérifier. Je veux effectuer un contrôle que sur mes tiers actifs. Et puis, je vais peut-être me dire, j'ai peut-être des tiers actifs que je n'ai pas mis depuis longtemps en sommeil, donc j'aimerais qu'ils me prennent par défaut pour commencer, hein, tous mes tiers qui ont été mouvementés depuis 3 ans. Ceux qui ne sont pas mouvementés depuis 3 ans, je les verrai après. Donc, je peux mettre ici une date de début. Et je peux même aller plus loin en lui disant, bah, mets-moi en sommeil tous mes tiers non mouvementés depuis telle date.
parce que j'oublie de les mettre en sommeil, parce que ma liste, elle est grande et que je m'aperçois que ces tiers qui sont plus mouvementés me polluent un petit peu. Donc, je peux lui dire, tu me les passes en mise en sommeil et après, je fais la vérification. Donc, moi, je vais faire la vérification, voilà, sur mes tiers actifs. Je clique sur fin et là, il va me donner deux écrans. Un premier écran qui va me dire, bah, Sandrine, regarde, voilà tous tes tiers qui ne sont pas corrects. Et j'ai ensuite, eh bien là, les différentes erreurs. Hein, j'ai des codes EDI qui sont faux, j'ai des numéros SIRET qui n'apparaissent pas, j'ai un numéro SIRET qui n'est pas valide, j'ai un pays, puisque le pays est obligatoire, je n'ai pas mis le pays. Donc, je retrouve vraiment ici toutes les informations de mes tiers. Et en dessous, je retrouve une deuxième fenêtre qui me dit, bah voilà, dans tes paramètres société, voilà les informations qui ne sont pas correctement renseignées. Donc, j'ai ces premières informations. Bien évidemment, il faut aussi paramétrer la TVA. Il faut aussi paramétrer les registres de taxes pour que tout soit correctement généré. Donc ça, c'est le cadre effectivement du paramétrage de cette Data Clean and Control. Maintenant, bon, tant que je suis dans l'application, concrètement, qu'est-ce qui va se passer quand je vais réceptionner une facture? Puisque votre première obligation, 1er septembre 2026, vous devez être en capacité de réceptionner la facture électronique. Alors, je vous montre ici, alors je suis restée un peu trop longtemps, donc je vais avoir, voilà, ma connexion. Donc ici, je suis sur Sage Connect. Sage Connect, c'est l'outil, je vous ai dit, qui va vous permettre d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur votre plateforme agréée. Donc, quand on arrive sur cette page d'accueil où j'ai déjà un petit graphique qui va m'expliquer, voilà, mes comptes débiteurs, où est-ce que j'en suis, mes comptes créditeurs, ah ben, j'en ai pas chez moi, où est-ce que j'en suis. Sur mes comptes ici débiteurs, je vais retrouver eh bien, les retards de paiement, etc. Je vais retrouver aussi mon réseau et sur mon réseau, je vais pouvoir visualiser tous mes tiers. D'accord? Avec pour savoir s'ils sont actifs ou non actifs sur mon portail. Je vais également avoir, alors après je peux, vous voyez, hein, faire des tris croissants, décroissants sur mes tiers. Après, c'est juste de la visibilité de données. Hein. Je vais pouvoir eh bien, ouvrir, je ne sais pas si je prends un tiers, je ne vais peut-être pas avoir de facture. Voilà, si je prends par exemple un tiers, eh bien, je vais avoir ici dans transactions les différentes transactions que j'ai, voilà, et je retrouve mes différentes factures. Donc, je vois, par exemple, sur ce tiers-là, toutes les transactions que j'ai pu avoir et je vais pouvoir eh bien, visualiser. Je vois le statut de la facture, voilà, où est-ce qu'elle en est. Et je vais aussi pouvoir ouvrir et regarder effectivement les différentes informations où là, je vais voir eh bien, sur ma facture les informations en question. Et ensuite, ici, je vais avoir mon visuel puisque je vous rappelle, la facture électronique, c'est un fichier qui n'est pas lisible par l'être humain. Et dans le cadre de la réforme, il est obligatoire pour la plateforme de rematérialiser la facture en visuel. Alors, soit un visuel reconstitué comme ça commercial, soit un visuel qui va vous lister simplement nom du tiers, numéro sirène, etc. Où là, on va reprendre vraiment les champs listés, mais qui peuvent être lus par un humain. Si je change, alors je vais juste changer de société pour vous montrer cette fois-ci du côté voilà, compte créditeur, vous voyez, j'ai des éléments. Si maintenant j'ai réceptionné une facture, donc dans le menu transaction ici, je vais avoir soit les factures à valider, soit le listing de toutes mes factures. Quand la facture elle arrive, le statut est mise à disposition. Pour qu'elle apparaisse dans vos logiciels de comptabilité ou de gestion commerciale, il faut que vous acceptiez de la prendre en charge. Donc, soit vous venez ici et vous dites, eh bien, je regarde ma facture, je l'ouvre, je regarde si elle me correspond, si elle correspond bien, et je dis, OK, j'accepte de la prendre en charge. Ou alors, dans les paramètres, vous vous dites, par défaut, sur ma facture électronique, je veux que par défaut, tu m'acceptes la prise en charge. Donc, elles seront automatiquement prises.
mais par contre, vous avez la possibilité de mettre un montant maximum. Vous vous dites, toutes les factures qui arrivent par défaut, je veux bien les accepter. Alors attention, ce n'est pas que vous l'acceptez, c'est que vous acceptez de la prendre en charge, c'est-à-dire vous acceptez de la regarder. C'est comme quand vous recevez un AR, quand vous signez, ce n'est pas parce que vous avez signé que vous acceptez ce qu'il y a dessus, c'est que vous acceptez de regarder les éléments. Ben là, ça va être la même chose et vous pouvez dire, ben, j'accepte de regarder la facture, par défaut, tu la valides, jusqu'à un montant maximum, par exemple, de 5 000 euros. Et dans quel cas, vous pourrez la visualiser plus facilement dans votre comptabilité ou votre gestion commerciale. Donc, dans les transactions, et ici, hein, dans les factures fournisseurs, je vais pouvoir visualiser aussi les éléments. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous êtes là sur les clients, je vous ai dit, il y a la possibilité pour certains clients, des clients qui seraient par exemple des clients, particuliers, pardon. Vous avez ici la possibilité d'avoir un Magic Link qui va leur permettre bien, de pouvoir, s'ils ont des factures, visualiser la facture et pouvoir la télécharger. C'est-à-dire que si je me mets sur un client, alors je vais juste rechercher, voilà, par exemple sur ce client, je n'ai pas de facture non plus. En tout cas, je verrai si j'ai des factures, bien les différentes factures, et donc le client pourrait venir télécharger directement sa facture pour pouvoir récupérer les données. Donc là, c'est plutôt pas mal pour pouvoir, voilà, là j'en ai trouvé un. Vous voyez, là, le client peut venir directement ici voir sa facture, et puis quand il regarde sa facture, voilà, il peut télécharger sa facture ou se l'imprimer directement s'il veut récupérer la facture. Donc c'est plutôt pas mal pour pouvoir faire les éléments. Et puis, on a la possibilité, je vous rappelle, de faire des relances aussi clients. Alors, maintenant, côté gestion commerciale, j'ai accepté de récupérer ma facture. Donc, premier cas, j'ai de la gestion commerciale. Et je vous montrerai après comment je fais quand je suis uniquement avec de la comptabilité. Je vais lui dire ici, réceptionne-moi mes factures fournisseurs, c'est-à-dire réceptionne-moi toutes les factures de société qui sont acceptées. Alors, hop, je retourne. Je vais lui dire ici, dans Sage Connect, fais ma réception de factures. Là, il va me dire, voilà toutes les factures fournisseurs que j'ai récupérées. J'en ai beaucoup. Voilà, donc je vais prendre une de mes factures. Et puis là, je vais voir ma facture et je vais avoir mon lisible. Avec Sage Data Clean and Control, je vais lui dire, regarde si, en cliquant sur le bouton rapprocher, si ce que j'ai ici sur ma facture correspond à un bon de commande ou à un bon de livraison. Puis là, il me met une petite coche verte en me disant, oui, oui, Sandrine, j'ai trouvé quelque chose. En double-cliquant dessus, il me donne la liste de tous les bons de livraison, parce que j'ai fait le choix qu'ils ne prennent que les bons de livraison. Et je vois ici avec quel bon de livraison il m'a associé. Voilà. Et là, je retrouve mes éléments. Il me dit, tu en avais commandé 3, donc tu vas avoir un reliquat. C'est pour ça que j'ai un petit triangle orange. Je peux lui dire, non, exceptionnellement, tu ne vas pas me prendre cette facture-là, enfin ce bon de livraison-là, mais je veux que tu me prennes, par exemple, celui-ci, voilà, qui va correspondre. Puis il me dit, attention, il y a une erreur parce que peut-être que le montant, peut-être que les informations que j'ai sélectionnées ne correspondent pas. Entre autres, ici, je vois que j'ai bien les bons montants, mais par contre, j'ai une remise ici de ma facture de 5%, alors que je ne l'ai pas sur mon bon de livraison. Donc, si je le valide sur celui-ci, il va me dire, attention Sandrine, tu as une incohérence, ça ne correspond pas sur les différents montants. Donc, je pourrais très bien reprendre un autre élément. Et puis après, si je suis d'accord, je vais lui dire, OK, j'approuve ces éléments-là, ou finalement, non, vas-y, refais ma sélection parce que je me suis aperçue que ce n'était pas bon. Donc là, il me revalide bien avec le bon document. Et là, si je fais approuver, il va me prendre mon bon de livraison, il va me le transformer en facture. Donc, je vais retrouver ma facture. Et après, c'est à la gestion commerciale de passer, comme je fais aujourd'hui, la comptabilité. Donc ça, c'est dans le cadre où j'ai de la gestion commerciale. Dans le cadre où j'ai uniquement de la comptabilité, alors je vais basculer sur ma comptabilité. Donc là, le but, c'est que je récupère dans ma comptabilité mon écriture. Donc dans le menu traitement, je retrouve toujours Sage Connect et je vais lui dire, fais-moi la réception de mes factures.
Juste une toute petite précision, en fonction du type du fournisseur, je vais pouvoir lui dire, bah, ce fournisseur-là, je vais plutôt l'intégrer en comptabilité ou ce fournisseur-là plutôt en gestion commerciale. Si j'ai des frais généraux, bah, je vais lui dire EDF, etc. Je vais lui dire, ça sera en comptabilité. Et puis mes autres fournisseurs, ça sera plutôt en gestion commerciale. Et donc là, je retrouve mes différentes factures, je vais double-cliquer dessus, et là, bah pareil, il me dit, bah voilà la facture, et avec cette data clean and control, j'ai associé à mon fournisseur un modèle. Si je clique sur écriture, là, je vais retrouver mon écriture comptable qu'il me propose avec mon compte 401. Alors, attention, je comptabilise le pied de facture, et là, je vais pouvoir soit valider parce que ça correspond, soit exceptionnellement, eh bien, modifier mon écriture. Et une fois que je suis d'accord, je fais approuver. Et là, ma facture, elle passe en comptabilité. Je vais juste revenir sur un dernier point en gestion commerciale pour vous montrer après les éléments et vous allez comprendre après pourquoi je vous ai dit que l'envoi de la facture va se faire plus facilement. Si je me remets sur mon fournisseur, maintenant je gère, je fais mes réceptions, puis je me dis effectivement les réceptions, bah voilà, j'ai tout paramétré, ça se passe super bien. Comment ça se passe pourquoi je ne vais pas envoyer dès aujourd'hui mes factures? Eh bien, vous allez voir, regardez, si je fais une facture, alors je ne vais rien vous apprendre hein, sur la facture, voilà, je choisis mon client, alors moi je me mets juste sur mon numéro de pièce, voilà, je valide, je lui mets un article, peu importe, hein. Voilà, tout va bien, je lui mets, alors après je peux être un devis, bon de commande, bon de livraison, je transforme en facture. Et puis là, eh bien, pour transmettre à Sage Connect, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je clique tout simplement sur le bouton transmettre à Sage Connect. Et c'est fini. La facture est partie, a été générée par la gestion commerciale dans le format, est partie sur ma plateforme, et là, après c'est la plateforme qui l'envoie. C'est tout ce que j'ai à faire. Et ici, dans mon bouton cycle de vie, je vois qu'elle a bien été transmise, elle a le premier statut transmise à la plateforme. Et ensuite, elle va prendre son process classique pour arriver sur la plateforme, être mise à disposition, prise en charge, etc. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand je suis sur la liste de mes factures, pardon, j'ai une colonne ici qui s'appelle e-statut qui va vous permettre de visualiser très rapidement où en est votre facture plutôt que de devoir rentrer dedans. Et je vois celles qui ont été transmises, prises en charge, refusées, approuvées, payées, etc. Je retrouve vraiment ici tous mes différents statuts de mes factures. Donc voilà un peu les éléments liés en tout cas à la gestion commerciale, aux éléments que je vous ai montrés. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin dans l'automatisation et le traitement de vos factures, eh bien vous avez cette automatisation comptable qui va vous permettre d'aller au-delà. Avec cette automatisation comptable, je vais avoir une synchronisation en temps réel avec ma comptabilité, avec ma gestion commerciale. Je vais pouvoir rapprocher là aussi en automatique bon de commande, bon de livraison. J'ai une GED qui a été ajoutée qui va vous permettre, entre autres, eh bien, d'avoir une sauvegarde de vos factures, mais pas que, des autres documents aussi que vous voulez sauvegarder. On va mettre à disposition cette fameuse fonction de facture de vente qui permet, depuis un logiciel non conforme, de pouvoir déposer sur cette automatisation comptable le PDF pour l'austériser et le transformer en facture électronique. Il y a les demandes d'achat qui ont été intégrées à la GED. Il y a une application mobile qui va vous permettre de valider votre circuit de validation ou vos circuits de validation, puisque vous pouvez mettre en place des circuits de validation. Vous allez dire, moi, quand je reçois une facture, bah, je ne l'intègre pas comme ça. J'ai besoin de mettre en place un circuit de validation, que ce soit plusieurs personnes qui me disent, OK, c'est bon pour moi, ça correspond à ce qu'on a reçu. OK, c'est bon pour moi, c'est bien ce que j'ai reçu en stock, etc. Et ensuite de la passer sur la gestion commerciale et de pouvoir aussi ne pas vous poser de questions et d'avoir une interface qui va être multicanal, que ce soit une facture électronique, que ce soit une autre facture, je vais la traiter au même endroit. Donc, si je résume tout ce que je vous ai dit ce matin, je suis désolée, j'ai un peu débordé, mais je vais accélérer. La facture électronique, donc, j'ai ma plateforme agréée Sage.
j'ai ma comptabilité, ma gestion commerciale. Dans le cadre de la comptabilité avec la facture électronique, c'est ce que je viens de vous montrer. Vous avez vu, depuis ma comptabilité, j'ai récupéré mes factures de ma plateforme agréée et j'ai pu générer la comptabilisation de mon écriture en pied de facture avec la possibilité de mettre de l'analytique. Et après, en comptabilité, c'est le process comme vous faites aujourd'hui. Moyen de paiement va faire le paiement. Côté gestion commerciale, j'ai récupéré également ma facture de ma plateforme agréée. J'ai pu faire une relation entre mes bons de commande, mes bons de livraison. Et ensuite, c'est ma gestion commerciale qui viendra me comptabiliser ma facture telle que je le fais aujourd'hui. Maintenant, avec cette automatisation comptable, n'oubliez pas, vous n'allez pas recevoir tout en facture électronique, mais vous allez continuer à avoir des factures qui arrivent à côté parce que vous travaillez à l'international, parce que vous avez peut-être des fournisseurs qui ne sont pas sujettés à la TVA, etc. Et donc, vous allez continuer à recevoir des factures à côté. Eh bien, pour les factures électroniques, ACS, pareil, va se connecter à la plateforme AgriSedge et va rentrer ces factures-là dans votre circuit de validation. Pour les autres documents, on va avoir une océrisation qui va se mettre en place avec une reconnaissance des éléments. Et pareil, la facture entre dans le cadre du workflow de validation. Ça veut dire que je vais avoir un écran où je vais retrouver mes factures électroniques et mes autres factures. Je ne me pose pas la question. Et la personne qui va valider, elle n'a pas à se poser la question, c'est une facture électronique, je vais la traiter de telle manière, pas une facture électronique, je la traiterai d'une autre manière. Non, on va avoir ces informations au même endroit. Quand on rentre dans le circuit de validation, soit je dis dès le début, je veux avoir une comptabilisation avec la notion de bon à payer, ou alors j'attends la fin de la validation de mon circuit de validation pour pouvoir dire OK, je comptabilise. L'avantage, c'est que je vais pouvoir comptabiliser à la ligne, c'est-à-dire qu'en fonction des différents articles qui composent ma facture, je vais pouvoir associer des comptes comptables différents et de l'analytique qui va être beaucoup plus fine, ou alors je peux dire tout simplement, eh bien, je veux l'associer à ma gestion commerciale, et là, je pourrais l'associer. Et ensuite, eh bien, toutes ces données vont être archivées et stockées. Et lorsque j'ai mon lien, enfin mon écriture comptable qui est passée, eh bien, j'ai la possibilité également de pouvoir visualiser depuis ma comptabilité cette fameuse facture. Donc, en résumé, cette automatisation comptable va vous permettre de traiter donc, toutes les factures. Pour ça qu'on a un premier module qui est la gestion des achats, avec un élément très poussé sur les circuits de validation, sur la comptabilisation, puisque là, je vais pouvoir vraiment être très fine dans ma comptabilisation, puisque je vais gérer à la ligne d'articles. Je vais pouvoir faire le lien avec ma gestion commerciale. On a une GED qui vient d'être intégrée, qui va permettre de garder ces différentes factures électroniques et les autres factures, mais aussi de pouvoir créer des différents répertoires pour stocker tous les autres documents, avec là aussi des circuits de validation lorsqu'un document va être associé, va être ajouté pour éviter d'avoir un peu tout et n'importe quoi sur la GED, et puis à venir les traitements des factures de vente. Je vous ai mis ici un petit récapitulatif de ce que je suis capable aujourd'hui de faire avec Sage Data Clean and Control et ce que je peux faire en plus avec Sage Automatisation Comptable. Je vous ai remis ici quelques liens utiles sur la facture électronique. On a un blog Sage spécifique à la facture électronique et je pense que les équipes d'extrémité sont en train de vous mettre les liens dans la conversation. Vous avez aussi les cas d'usage. Il y a 36 cas d'usage qui sont validés en ce moment par l'AFNOR. Donc, les cas d'usage, c'est les fameuses notes de frais, comment est-ce qu'elles doivent être traitées, puisqu'il va y avoir des spécificités au-delà de 250, entre 120 et 250, et en dessous de 250. Comment est-ce que je traite les factures d'acompte? Voilà, il y a plein de cas un peu spécifiques donc, qui rentrent dans ces cas d'usage. Il y a les mentions obligatoires également des factures électroniques qui nous sont souvent demandées. Et puis sur le site du gouvernement, quand vous rentrez sur impôt.gouv.fr en tant que professionnel, vous avez j'entre dans la facture électronique et puis là vous avez justement un petit questionnaire qui en 4 questions
vous pose la question avec quel type de client vous travaillez, quelles sont vos spécificités, etc. Qu'est-ce que vous vendez? Et ça vous donne après un petit résumé de ce que vous devez faire dans le cadre de la facture électronique. Donc voilà en tout cas pour ma partie. Vincent, je te redonne la parole. Oui, merci, merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui ont généré beaucoup de questions, donc on reviendra après Je dessus. m'en doute. Oui, oui, comme tu disais, là, je vais vous copier juste après. Il me reste encore un slide à vous montrer et je vous copierai les liens que Sandrine vous a cités pour aller vous connecter sur les sites. Je voudrais juste garder un petit peu votre attention encore 2 minutes. Donc, l'idée, là, c'est de parler de l'organisation avec le cloud. Donc, il y avait une question dans la conversation par rapport aux mises à jour. Donc, on a vu et on sait qu'il y aura des mises à jour, des 12.10, des 12.20 et des 12.30 au Oui, fur et à mesure de l'année. La mise à jour, si vous la faites vous-même, il n'y a pas de coût. Si vous devez faire appel à un prestataire, forcément, nous facturons un temps de prestation. Et une des solutions, c'est le cloud. Alors, le cloud, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle nous Sage SPC, un Sage Partner Cloud. C'est une accessibilité et une mobilité à tout moment. Ça veut dire que plutôt que d'avoir les applications installées sur votre poste, vous les avez via une interface web avec une machine virtuelle hébergée sur des serveurs Microsoft Azure sur lesquels oui, sur lequel on peut aussi installer des outils complémentaires, voire des développements complémentaires, et vous vous connectez via une interface web, que vous soyez au bureau, en télétravail, en déplacement, vous avez toujours accès à vos données. La conformité, l'avantage, c'est pour les mises à jour, notamment, la mise à jour ne nécessite pas d'intervention de l'équipe des consultants d'extrémité ou de vos équipes IT. En fait, dans la plateforme, dans le tableau de bord de la plateforme, on va avoir, nous, des fonctionnalités pour lancer de façon programmée des mises à jour. Là, fin du mois, on en a planifié quelques-unes sur les payes, notamment la paye 8-10 étant sortie. Les clients, on les appelle, on leur dit voilà, on va passer votre mise à jour à telle date, le week-end, pour que vous soyez opérationnel. Et donc, vous, la 12-10, la 12-20, seront passés en mode hébergé chez Sedge de façon automatique. On vous avertit parce que voilà, pour que vous puissiez bénéficier des fonctionnalités, mais vous n'avez rien à faire et ça se fait durant la nuit après la sauvegarde. Sécurité, ben oui, on entend beaucoup de parler de cyberattaques. Si vous en subissez, Extrémité est là pour vous aider et aussi là pour vous protéger contre les cyberattaques. Mais là, les données, elles sont directement sur le site, la plateforme Microsoft Azure. Donc, je veux dire, aujourd'hui, une cyberattaque aura plus de facilité à se connecter chez vous sur votre serveur que sur le serveur de Microsoft Azure qui est hyper protégé. Alors, une offre SaaS complète, l'offre SaaS Sage as a Services, c'est l'hébergement. Au-delà de la compta, de la gestion des IMO, la paye que nous connaissons classiquement, on peut aussi y retrouver nos solutions ACS, Sage Automatisation Comptable, la solution de recouvrement de créances de Sage, le BI, le Sage Business Intelligence, et Sensas, qui a un module de présentation des produits et d'accès aux produits de gestion beaucoup plus convivial. Et la flexibilité, effectivement, vous allez pouvoir faire évoluer l'offre, rajouter une personne, enlever une personne. Le coût sera à l'utilisateur. Un petit plus de la solution, c'est que vous avez deux utilisateurs dans la compta et vous devez avoir l'expert comptable qui s'y connecte de temps en temps. On a possibilité de rajouter un accès à l'expert comptable dans le module SPC. Voilà. Donc là, et surtout, bah, vous n'avez plus à maintenir deux serveurs, à les faire évoluer, à prendre des contrats d'assistance sur des serveurs, et au bout d'un moment, bah, voilà, le produit sont obsolètes. La partie technique est gérée par Sage sur les serveurs Microsoft Azure. Les évolutions, on vous les fait, et nous, on vous accompagne sur l'utilisation, sur l'optimisation du produit, plutôt que de devoir installer des mises à jour. Voilà, pour ce qui est de ça. Du coup, bah, en conclusion, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Donc,
pour ça, comment on peut vous accompagner? Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de faire des audits de vos systèmes d'information. Si vous dites, bah voilà, moi je suis pas à l'aise dessus, ouais, mes clients, mes fournisseurs, j'arrive à cerner. Par contre, mes articles, est-ce qu'ils sont bien paramétrés? Ma TVA, est-ce qu'elle est bien paramétrée? On a des équipes qui sont capables de venir vous accompagner là-dessus. Nettoyer vos bases, le Data Clean Control. Donc le Data Clean Control, compatible avec les anciennes versions, mais là le but c'est d'être en V12, hein, soyons clairs, on ne va pas partir sur des anciennes versions. Le but c'est déjà de bien mettre à jour les bases. Ça c'était pour nous l'anticipation déjà il y a quelques mois, il fallait commencer à le faire. Aujourd'hui, on va continuer à faire ces nettoyages de base, mais on va commencer à approcher les tests et la réalisation des factures électroniques. Donc, le but, c'est de rendre des factures conformes, s'assurer que tout va bien à ce niveau-là, d'être en dernière version 12.10, 12.20, 12.30 et toujours d'être prêt pour la facture électronique. Et la dernière étape, mais c'est pas la moindre, c'est d'activer votre plateforme agréée chez Sage. Donc, on a fait une web session il y a quelque temps où j'animais une présentation pour vous dire, voilà, pour vous guider pas à pas comment vous inscrire sur la plateforme de Sage. Un certain nombre de nos clients ont fait le pas et se sont inscrits. Plus tôt on s'inscrit, plus tôt l'annuaire va se remplir et plus les tests vont pouvoir être réalisés. Donc, inscrivez-vous sur la plateforme de Sage, si Sage est votre PA, hein, mais ça sera en l'occurrence ici, si on est là, c'est parce que ça va être le cas. Sur la chaîne YouTube, vous retrouverez le lien, et on pourra peut-être, si un de mes collègues peut vous mettre le lien directement sur ça pour y accéder. Euh, ben voilà, il suffit de le demander. Donc, dans la conversation, Monsieur Sykes nous a mis le lien. Inscrivez-vous sur la PA. Donc, il y a eu pas mal de questions. Je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à tous, mais on reviendra en tout cas là-dessus, au moins par mail. Je vous colle les liens que nous a donné Sandrine. Sandrine, pendant le temps de parole, tu as peut-être eu le temps de jeter un petit coup d'œil aux questions. Il y a beaucoup de questions, donc au fur et à mesure, ça descendait, donc c'est compliqué. Alors, il y Ça a avait des été... questions d'ordre financier. Donc ça, pour les coûts, les prestations, ça, on va revenir vers vous. Là, le data clean control, oui, il y a un coût. Ça dépend de différents agréments, donc de différentes choses. Donc ça, on va venir vers vous. Il y avait des questions, alors par contre, il y a des questions un peu plus techniques sur de la partie de TVA. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des délais de paiement, d'eurodatage. Donc là, sur les parties un peu trop techniques, on va revenir plus par écrit derrière, ou en contact, ou on revient vers vous pour échanger sur ce sujet-là. Euh, donc là, c'était pour les mises à jour. Les mises à jour. Je vois qu'il y a une question effectivement sur que se passe-t-il si la plateforme agréée n'est plus agréée au bout des 3 ans. Alors, c'est un risque, hein, effectivement, que si, entre autres, vous prenez des plateformes un peu exotiques qui peuvent être sur le marché, qu'elles ne soient plus agréées par le gouvernement au bout de 3 ans. Alors, de toute façon, l'agrément est donné effectivement pour 3 ans. Il y a des audits qui sont faits par le gouvernement très régulièrement sur les plateformes pour une question de sécurisation. C'est pour ça que le choix de la plateforme est vraiment importante. C'est voilà, c'est un investissement, hein, de devenir plateforme agréée. Donc voilà, c'est un choix aussi de conserver. On sait que certaines plateformes ne survivront pas effectivement à ce niveau-là. Donc après, c'est chaque plateforme qui va prévenir les éléments, les clients. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de démarchage aujourd'hui sur les plateformes, hein, que ce soit les banques, que ce soit d'autres plateformes qui vous contactent. Je sais également qu'il y en a certaines qui vont signer des contrats d'engagement pour 4 ans. Donc, problème, effectivement, si elle n'est plus agréée au bout des 3 ans, donc faites attention. En tout cas, chez nous, vous n'avez pas d'engagement puisque c'est compris dans votre contrat. Donc, voilà. Et sachez également que vous pouvez avoir au minimum une plateforme, mais que vous pouvez avoir plusieurs plateformes agréées.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a des questions après plus d'ordre, comme je vois des factures PDF émises à partir d'un outil métier, j'ai compris qu'elles pourront être préparées au format PE, mais est-ce aussi une possibilité de les comptabiliser dans cette compta, d'intégrer dans cette gestion commerciale? Dans ACS, si vous avez un logiciel externe qui génère une facture, elle pourra être incorporée dans ACS pour être travaillée et être envoyé au client. Maintenant, on n'est pas sur de la comptabilisation de documents, on n'est pas sur, c'est de l'envoi de facture. Après, la comptabilisation se fait à partir de votre produit, en fait. Mais ça, on pourra revenir dessus. On essaye de nous faire signer des contrats de 3 ans. Alors, effectivement, on a un interlocuteur qui nous dit qu'on essaie de lui faire Mm. signer des contrats de 3 ans. Alors, Est-ce légal? Ah, c'est pour ça, soyez vraiment vigilants sur les engagements et surtout sur les tarifs qui vous sont proposés parce que ça peut monter très très vite sur les tarifs et faites attention effectivement aux engagements. Donc, le choix doit être réfléchi en fonction aussi de vos besoins et en fonction des différents produits que vous avez. bah, surtout si vous êtes équipé en Sedge, partir sur d'autres solutions ou prendre d'autres PA, c'est pas toujours intéressant. Si on vous demande de vous engager sur 3 ans, c'est sûrement que chez eux, ils ont dû vérifier la légalité. Maintenant, c'est peut-être pas prudent de partir là-dessus. Voilà, ce qui n'est pas illégal est peut-être légal, mais là, euh, donc oui. Après, effectivement, tous les automatismes que je vous ai montrés, ce sont les automatismes qu'on a intégrés avec la plateforme AgriSage. Oui, Voilà, tout à fait, et qui est native du produit. Après, ACS va plus loin, mais déjà, le Sage Connect va nous permettre de récupérer des factures, d'envoyer des factures. On est sur de la PA identifiée en PA Sage. Après, Sage ACS, c'est vraiment pour des besoins plus poussés de workflow, tout à fait. voilà, de choses plus affinées. Alors, euh, Monsieur Seix nous a mis un sondage. Par contre, je pense qu'il faut que vous cliquiez sur ouvrir l'application si vous voulez y répondre. De toute façon, on va relister là toutes les questions avec Sandrine et on reviendra vers vous pour apporter des éléments de réponse. Voilà, j'espère que ce webinaire a pu répondre déjà. Attendez, hop, pouvez-vous juste m'indiquer comment puis-je voir sur Sage? En quelle version? Alors, sur Sage, vous allez dans vos menus, point d'interrogation, à propos, donc la toute dernière ligne, et là, vous voyez la version, c'est indiqué la version. Euh, mais ça, n'hésitez pas de revenir vers l'équipe commerciale s'il y a des mises à jour à installer ou des choses comme ça. De toute façon, l'équipe est au taquet dessus, hein. Le but, que vous soyez dans les dernières versions. C'est du gagnant-gagnant. Pour vous, vous bénéficiez de toutes les fonctions et il y en a eu quand même pas mal sur les dernières versions. Et pour nous, bah, des clients qui appellent la hotline qui sont en V12, bah, on n'a pas à se poser, est-ce que cette version, la V9 comportait cette fonctionnalité? On sait que vous bénéficiez de l'ensemble des fonctions. Et puis, les mises à jour sont à installer. OK. Du coup, on va clôturer cette présentation. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et nous vous communiquons très régulièrement des informations. Il va y avoir encore des webinaires de prévus. De tête comme ça, en décembre, il y aura un webinaire sur un module qui s'appelle Transfert Banque, qui permet d'intégrer des relevés, des écritures en automatique dans votre comptabilité. Il y aura des webinaires sur la sécurité. Voilà, on essaie toujours de vous apporter le maximum d'informations. Surveillez vos boîtes aux lettres, vérifiez qu'on n'arrive pas en spam. Et donc, on est avec vous pour vous accompagner. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis on va faire un point sur toutes les petites questions qu'il y a eu, quoi. Voilà, et ben merci à tous. Merci Sandrine.
Ça a Merci à été vous. une belle présentation et puis bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je précise pour la personne qui demande si on va avoir le replay. Sur la chaîne YouTube, vous aurez, d'ici peu, le temps qu'on fasse le montage, vous aurez le replay. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, YouTube Extrémité, et vous pourrez toujours être à jour au niveau des dernières mises à jour.